on peut oublier d'avoir une eau pure. Ça existe plus, ça existe nulle part. Ah. Effectivement, là, ça m'embête un peu. J'avais hyper confiance dans l'eau suisse en me disant que c'était de l'eau de source et qu'elle était super pure. Bon, du coup, ce que je vous propose, c'est de vous emmener avec moi. On va aller suivre un peu le cycle de l'eau, on va aller vérifier sa qualité et on va voir tout ça ensemble. Allez, c'est parti, je vous emmène. Dans le cadre de ma mission sur la qualité de l'eau en Suisse, la première étape fut de trouver de l'eau dans une grotte accessible uniquement en spéléologie. Nous avons aisément trouvé la rivière et la cascade, mais notre objectif était de pouvoir trouver le point de départ de toute cette eau en explorant les grottes. On va aller faire de la spéléologie, on va aller vérifier la qualité de l'eau en Suisse. C'est ma mission qui m'a été donnée par la RTS pour l'émission On a marché sur la Terre. Je vous emmène avec moi durant cette journée, ça risque d'être super intéressant et vraiment passionnant. Donc c'est parti, on va faire de la spéléologie, vous voulez voir, très bien équipé, on va voir comment je ressors surtout parce que là ça va encore. Mais on va dire quand on va ressortir, ça va être autre chose. Ouais, là. Alors en haut c'est la grande portée et en bas c'est la frontale normale. Ok, d'accord, ok. Donc vraiment je la laisse en petite comme ça suffit. Je suis prête. Let's go. Donc là en fait on va descendre dans ce grand trou à la cave. Ouais. C'est clair? Ouais. Oh, regardez où je vais. Ok, bon bah il n'y a plus qu'à maintenant. Qu'est-ce que tu fais là, Didier? Alors là on va mettre une corde parce que c'est relativement glissant. Ouais. On dirait une enfant qui peut pas descendre une piste de neige et qui fait tout sur place. Ils nous rejoignent, ça y est. Dans le petit tunnel. La galerie à un moment donné était sous pression. Donc elle était toujours pleine d'eau, il y avait une pression. Puis c'est ça qui fait que ça creuse comme ça. D'accord. Et puis ça nous donne aussi le sens de l'eau. Où est-ce qu'elle est pour la trouver? Il faut la trouver. D'habitude elle est beaucoup plus basse que ça. Ouais, c'est ce que tu me disais. Ouais. Voilà. J'aurais pas de me taper la tête. Ah mais t'as un casque, ça va. Bah oui, heureusement que j'ai le casque finalement. Alors cette eau là elle est amenée par la grotte, il y a la rivière qui coule plus bas. Et puis cette rivière elle ressort à la source qu'on a vue en venant. Elle vient depuis plus loin dans la grotte, elle vient depuis le Jura. C'est une eau qu'on appelle karstique, donc c'est pas du tout la même chose qu'une eau de nappe phréatique. Celle-ci, elle n'est pas filtrée. Elle a l'air belle comme ça, elle a l'air toute claire. Bon, il y a un peu d'argile en suspension dessus, ouais, okay. Ça qui a été arraché aux parois. Mais en fait, le karst, l'eau des grottes, en fait, elle n'est pas filtrée parce qu'elle s'infiltre dans des fissures, simplement, et puis elle descend directement dans la grotte. Donc c'est comme si c'était une rivière qui coulait à l'air libre, ben, sauf qu'on est sous terre, mais il n'y a pas de sable pour filtrer. Tandis qu'une nappe phréatique, elle descend à travers la terre, elle passe à travers des couches de sable, elle arrive sur une couche d'argile, et là l'argile étant imperméable, l'eau reste, mais tout en passant dans ce sable, ces différents lits de sable, elle est filtrée, donc elle est débarrassée de ses polluants. Ici pas. Ici, si on avait une pollution avec un désherbant sur un pré dans le Jura, ben, on retrouverait très vite le polluant ici dans l'eau. Et forcément dans la rivière après. Et le gros problème qu'il peut y avoir, c'est que certaines grottes sont utilisées comme pompage, comme source, des sources karstiques. Et puis là, ben, une pollution elle peut être très vite répercutée sur la source. Et la source peut être inutilisable pendant des mois, voire des années, voire à tout jamais. Tu peux aller te baigner si tu veux, l'eau elle est à 7 degrés. Oh ça va. Ça va faire les bains nordiques un peu. C'est bon pour la circulation du sang. C'est nickel. Ça y est, on vient juste d'arriver au point d'eau qui est juste derrière moi. Comme on pourrait le voir, en fait, l'eau elle est super transparente, elle est super belle. Du coup, on pourrait se dire qu'elle est pure, qu'on pourrait la boire direct comme ça. Le problème, c'est que s'il y a des polluants au-dessus, dans les champs, ce genre de choses, des micro-polluants avec les pesticides, etc., eh bien les produits s'introduisent dans le sol et ici, elle n'est pas filtrée. Donc, ce qui fait qu'elle peut retomber directement dans cette eau et partir ensuite dans les sources qui seront après bues par les consommateurs. On va goûter l'eau. Elle est très froide quand même, hein. Elle est quand même froide. Non, elle est bonne.
l'état après la spéléologie. Voilà, je pense que l'arrière est pire. Là ça va, le sac aussi est un peu crapou. Regardez. Après cette matinée sportive, nous avons rejoint l'usine des Moyas qui dessert en eau plusieurs communes suisses dont la Chaux-de-Fonds. C'est une usine assez ancienne qui a plusieurs lieux de captage dans différentes sources et qui peut en dernier recours acheminer de l'eau provenant des nappes phréatiques. Avant le captage de l'eau, certains tests sont réalisés afin de vérifier sa conformité aux normes et s'assurer qu'elle est potable. On va ensuite la rééquilibrer avec du chlore avant de la distribuer aux consommateurs. Cette usine est d'ailleurs en rénovation pour y intégrer à l'avenir des filtres pour purifier plus en profondeur l'eau potable. Si l'eau présente la moindre anomalie avant son captage, elle sera directement redirigée vers la rivière pour éviter tout risque de contamination. Le lendemain, nous sommes allés à la steppe de Panta dans le canton de Vaud, car celle-ci possède un filtre à charbon afin d'éliminer les micropolluants. Nous l'avons déjà évoqué lors de la spéléologie, il s'agit de produits chimiques qui peuvent se retrouver dans notre eau par différentes façons. Nous venons tout juste d'arriver du coup à la steppe, donc c'est la station d'épuration. Donc on va visiter un peu l'établissement parce qu'il faut savoir qu'ici, ils ont un filtre à charbon qui filtre les micropolluants. Donc c'est vous qui allez me faire la petite visite guidée aujourd'hui en fait, avec qui je vais poser toutes les questions. On va essayer d'y répondre. Nous avons d'abord visité les différentes étapes de la steppe pour comprendre comment l'eau est traitée après son utilisation par les consommateurs. Moi j'insiste, quand on a des écoles qui viennent visiter, j'insiste sur les déchets du dégrilleur, tamiseur, où on voit les restes de repas, comme je vous ai parlé avant des quick-tips, les lingettes humides, ça c'est terrible, ça se prend aussi dans les pompes, ça se prend partout, ça bouche les tuyaux, c'est terrible. Une goutte d'eau pour qu'elle, voilà. Depuis son entrée jusqu'à sa sortie, c'est 48 heures. À présent on est à 3500 mètres cubes par jour, pour environ 14 000 habitants. Donc maintenant on va voir les micropolluants. Oui. Dernière étape. Bon, ça vous êtes la seule de Suisse romande à faire ça, hein, c'est ça. Donc notre tube là, où nos réacteurs derrière c'est rempli de charbon, un micrograin. Avec ça on a l'eau qui sort de la steppe, qui rentre depuis dessous dans le réacteur. L'eau en passant à travers le charbon, il va absorber les micropolluants. Parce qu'un grain de charbon, c'est un peu comme une éponge, c'est plein de petits trous, plein de vides. Les molécules de micropolluants vont aller se cacher dans ces trous. En fait. L'objectif, c'est d'atteindre 80% d'abattement, retient, on enlève ces micropolluants de les eaux. Et la steppe de Panta, elle atteint, depuis plus d'une année maintenant, elle atteint ces chiffres, elle est même au-dessus des 80% d'abattement des micropolluants. Et c'est toutes des substances qui avant partaient directement à l'Avenoge, voilà, le cours d'eau juste plus bas, et qui maintenant sont retenues ici et qui sont bloquées au niveau de la steppe. Donc là derrière moi vous pouvez voir l'eau en fait qui ressort après son traitement des micropolluants, donc elle a subi toutes les étapes et hop, elle va pouvoir ressortir et aller se déverser dans la rivière. J'ai bien compris durant ma mission qu'on s'intéressait à des composants de plus en plus petits, comme les fameux micropolluants qui se trouvent dans notre eau et qui pourtant peuvent avoir un impact important sur notre environnement et notre santé. Un article récent dans le journal révèle les vrais taux de chlorothalonil dans certaines sources suisses. Ces chiffres ont pour le moment toujours été cachés à la population. Nous nous sommes alors rendus dans la commune de Vuille-les-Lacs où la valeur limite est 27 fois supérieure à celle autorisée. J'ai pu discuter avec plusieurs habitants, dont un agriculteur, et tous sont unanimes. Ils ne sont pas du tout inquiets de ces résultats car la source n'est plus utilisée comme point de captage d'eau potable depuis des années. Pourtant, la question se pose de savoir où cette eau souterraine finit par se déverser et si elle ne contamine pas les autres points d'eau alentour. Bon là nous sommes quelques jours plus tard, j'ai rendez-vous à l'UNIL, donc l'université de Lausanne, pour rencontrer Nathalie Chef qui est maître d'enseignement et de recherche à l'université et qui va pouvoir nous parler un peu plus en détail de tous les micropolluants. Finalement c'est plutôt les plus petits organismes qui vont réagir plus vite aux micropolluants. Alors par rapport forcément. à nous. Non, pas forcément, ça dépend beaucoup en fait des substances dont on parle. D'accord. Ces micropolluants qui sont des substances chimiques, okay. Et toutes ont des actions différentes, donc des fois c'est les plantes, des fois ça peut être les poissons, des fois ça peut être... Tout dépend en fait de comment la substance agit. Mettre en place des systèmes de traitement c'est bien et ça permet déjà d'éliminer 80%. Alors je suis d'accord avec vous, il reste 20%, on ne sait pas dans ces 20% s'il reste des substances très toxiques, mais l'effort on va dire financier et technologique à mettre en œuvre il est quand même très conséquent. Le but c'est pas de voir des effets mais plutôt de savoir si les concentrations qu'on trouve dans les eaux, dans l'environnement, elles vont avoir des effets. Donc nous on a plutôt tendance à tester des concentrations basses et voir si ces concentrations basses qui sont présentes tout le temps
vont avoir des effets sur le long terme, sur les organismes potentiellement. On peut oublier d'avoir une eau pure, ça n'existe plus, ça existe nulle part. Maintenant, si nous en tant qu'être humain on boit de l'eau tous les jours, est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est pas grave? Nous à la maison on boit de l'eau potable du robinet parce que finalement c'est mieux ça que de l'eau en bouteille. Et puis si vous voulez réfléchir à notre consommation de substances chimiques via l'eau, elle est nettement moins importante que via l'alimentation. Donc avant toute chose, faire attention à son alimentation et après on peut commencer à se poser des questions sur l'eau potable. Elle est quand même très bien traitée en Suisse et on a des résidus, mais ça on en trouvera partout. C'est pas possible, on en a dans l'air, on en a partout. Donc c'est plutôt une question de qu'est-ce qui est le moins pire, et le moins pire pour moi c'est de boire de l'eau du robinet. En attendant, on est des grands consommateurs de substances chimiques, vous avez parlé avant des cosmétiques. Si vous faites vous allez dans votre salle de bain ce soir et vous comptez tout le nombre de substances que vous mettez sur vous tous les jours, etc. Il y en a entre 400 et 500 qui vont partir dans les eaux. Donc là, je pense qu'il y a une réflexion à avoir sur ce qu'on a dans sa salle de bain. Il y a une réflexion à avoir sur son alimentation. On parlait avant de la source des pesticides via l'alimentation. Et puis, il y a des réflexions à avoir sur la consommation de médicaments. C'est assez fou de se rendre compte le nombre de médicaments qu'on consomme. Que ce soit des anti-inflammatoires. Vous avez des grands événements sportifs, les 20 km de Lausanne, vous avez des pics d'anti-inflammatoires. C'est un peu triste quelque part. Donc voilà, on est des grands consommateurs aussi de médicaments. C'est aussi quelque chose qui peut-être devrait être réfléchi. Ça ne veut pas dire qu'on doit plus soigner, mais peut-être que, déjà pour notre santé, mais aussi pour l'environnement, il y a aussi une réflexion à avoir. On parle beaucoup du coronavirus en ce moment. J'ai regardé un peu ce qu'ils font contre le coronavirus. Dans la plupart des pays, notamment en Chine, j'ai vu aussi en Corée, ils désinfectent complètement partout en sprayant tous les jours des bactéricides. Ça va finir dans l'environnement, ça finit dans l'air et les conséquences à long terme, à mon avis, c'est pas négligeable non plus. Le battage médiatique a été fait autour du chlorothalonil, alors qu'en fait on a le dioxyde de titane qui est dans quasiment tous les cosmétiques et notamment dans les dentifrices et dans les bonbons, etc. et autres, qui est supposé être cancérigène, en tout cas c'est ce qu'ils sont en train de montrer, et il se passe juste rien, alors qu'on en mange tous les jours, et surtout les enfants. Et je me dis, voilà, il y a le chlorothalonil où il y a une métabolite qui potentiellement pourrait être cancérigène, mais c'est pas sûr, et là on l'interdit, ce qui est très bien, et on fait un battage médiatique énorme. Par contre, il y a le dioxyde de titane auquel nous on est exposé quasiment tous les jours, et il n'y a personne qui en parle. Et quand on dit les cosmétiques ne sont pas testés sur les animaux, c'est faux, parce que la substance que vous allez mettre dans le cosmétique lui-même n'est pas testé, mais la substance que vous allez mettre dans le cosmétique, elle a été testée. Puis en fait, je me disais, mais je devrais leur écrire pour leur dire que c'est pas vrai. En fait, sur le fond, c'est pas vrai. Sur le fond, c'est pas vrai. Donc oui, cette tendance de faire par soi-même les détergents, les cosmétiques, c'est vraiment intéressant. La chose qui me pose vraiment problème, c'est la question des huiles essentielles. Les huiles essentielles, c'est très fort. C'est des produits qui sont très forts, qui peuvent être toxiques. Par exemple, la cannelle, vous en mettez sur la peau, ça vous brûle. Le thym ou la sauge, vous donnez à une femme enceinte, elle peut avorter. Donc, ce n'est pas des choses qui sont anodines. Il y en a qui sont bactéricides, qui sont viricides, donc potentiellement, on peut atteindre aussi des effets dans l'environnement. C'est naturel, mais ça ne veut pas dire que ça se dégrade plus vite et que ce n'est pas toxique. Bon, je vous reprends un peu plus tard, je suis désolée. Je voulais juste conclure cette vidéo. Alors, j'espère vraiment que ça vous aura plu. C'était vraiment ultra intéressant pour moi de découvrir un peu tout le parcours de l'eau et quelle était la qualité de l'eau en Suisse. Je remercie 1000 fois encore la RTS pour leur confiance et de m'avoir intégrée dans cette émission. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir les vidéos de Carolina et de Benjamin qui seront sorties en même temps que la mienne. Voilà, elles s'afficheront certainement sur l'écran de fin, pas de panique, mais sinon elles seront en barre de description. Merci aussi beaucoup à Thomas de m'avoir supporté, d'avoir réussi à me supporter durant ces quelques jours. On a vraiment bien bossé tous les deux et c'était vraiment fun d'être ensemble. Je pense que la qualité de l'eau et l'eau en général est vraiment un sujet ultra important et j'espère que cette vidéo va vous aider à prendre conscience que c'est un enjeu qui est majeur pour nous. Enfin, ça fait partie des choses vitales, mais qu'il faut vraiment qu'on prenne de bonnes habitudes pour éviter que tout cela se dégrade encore plus. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, à me dire ce que vous faites pour préserver la qualité de l'eau. Est-ce que vous avez déjà pris des résolutions par rapport à tout ça? N'hésitez pas à compléter s'il y a des choses voilà, que j'ai pas dit assez correctement ou que vous voulez apporter un point un peu plus ouvert dessus, je serais ravie de vous lire. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, j'ai vraiment adoré la faire, à t'abonner si tu tombes sur cette vidéo et que tu veux suivre plus facilement mes prochaines, et bien évidemment à me rejoindre sur Insta parce que je vous mets plein de stories, vous pouvez m'envoyer des messages, c'est beaucoup plus facile de communiquer comme ça. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, bye tout le monde.